Quand j'étais jeune, mes parents avaient une carte qui paraissait magique. On pouvait faire des belles activités avec ça, on pouvait acheter des belles choses. Puis quand j'ai vieilli, moi aussi, j'ai eu le droit d'avoir cette carte magique-là. Elle est assez magique qu'elle a pu faire vider mon compte en banque aussi. C'est pour ça qu'on accueille Isabelle Désiel, qui est conseillère en finances personnelles chez Desjardins, pour justement parler de finances. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Isabelle, je suis vraiment contente de t'avoir sur le plateau aujourd'hui parce que je pense que tu vas pouvoir aider plus qu'une jeune adulte, surtout la jeune Fredo qui, elle, justement, se laissait beaucoup influencer à l'époque par les réseaux sociaux, par qu'est-ce que les autres avaient, parce qu'elle se disait qu'elle voyait juste comme le tronc puis pas la forêt, puis qu'elle dépensait, puis qu'elle oubliait que plus tard, elle allait être maman, puis qu'elle allait avoir une maison, puis qu'elle allait avoir beaucoup de dépenses à avoir qui étaient nécessaires. Fait que je pense qu'il y a plusieurs jeunes adultes qui vont pouvoir apprendre de tes conseils aujourd'hui. Puis je veux qu'on commence avec une question assez générale, mais tu sais, c'est de base, tu sais, justement, c'est quoi les recommandations qu'on peut avoir à des jeunes adultes pour avoir un budget qui est équilibré, puis qu'on s'assure justement qu'on voit pas juste le tronc, mais la forêt? Le premier conseil que je peux donner pour avoir une santé financière et surtout assurer notre futur, l'atteinte de nos objectifs financiers, c'est vraiment la base, c'est d'aller faire un budget. Je sais que c'est pas tout le monde qui a des budgets, c'est pas tout le monde qui prend le temps de faire un budget. Moi-même, ça m'a pris du temps afin de me faire ce fameux budget-là. Mais il faut prendre le temps, il faut s'arrêter. La vie va vite. Souvent, on ne calcule pas nos dépenses. Vraiment? On dépense. Ça arrive souvent, hein, j'imagine. Oui. Oui. Dans les familles, partout, on est comme... ça va tellement vite, puis on dirait qu'on se dit « Ah, ça rentre ». Mais tu sais, au final, c'est quand on fait le calcul, au final, puis on regarde tout ça, on voit que finalement, la balance n'était pas tant équilibrée que ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas tant équilibré. Souvent, on se dit, ça va être correct, je vais pouvoir. Au pire, on sort la carte de crédit, il n'y en a pas de problème. Donc, souvent, on ne même pas notre capacité pour dépenser et où vraiment va notre argent. Donc, puis on est dans une société de consommation, on sait, puis des projets, on en a plein à notre âge, à ton âge. On a 1001 projets et ambitions. Donc, la base, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de notre ambition, justement. Qu'est-ce qu'on priorise dans nos dépenses? Donc, je dirais que c'est vraiment de faire un budget. On a un bel outil en ligne sur Accéder. Si vous voulez faire un budget personnalisé, il est assez convivial à faire, honnêtement. Il n'est pas plate. C'est pas un budget qui est plate. Il est le fun à faire. C'est très visuel. On voit bien où on va mettre notre argent, en fait, dans c'est quoi les dépenses. Donc, on fait notre budget. Après ça, grâce au budget, on va établir nos priorités aussi. Parce que tout ça va vraiment contribuer à l'atteinte de nos objectifs financiers. On en a des projets, on veut les réussir, que ce soit même la retraite. Je sais que ça fait mal à entendre. C'est fou, mais oui. Hein? C'est fou, oui, mais il faut la planifier. Puis ça, on l'oublie souvent, justement, dans les projets que tu parles, parce que, tu sais, souvent, c'est comme comment dire, pas un mal pour un bien, mais dans le sens où c'est un projet qu'on se dit, ça va arriver, mais pas maintenant. Surtout quand on est jeune, on dit qu'on aime ça, l'adrénaline, on roule plus vite quand on est jeune, on n'a pas peur de rien, C'est ça. La retraite, tellement loin, la retraite. Pas besoin, on la planifiera à 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, plus on planifie tôt, mieux sont nos chances d'atteindre nos objectifs qu'on veut, qu'on souhaite aussi. Donc, la base, c'est vraiment de faire le budget. Donc, on va vraiment... on en a des dépenses. Par contre, on va avoir nos limites pour chaque dépense. Et établir nos priorités. Donc, c'est la base. Puis en termes de budget, justement, y a-t-il un âge que vous recommandez de faire le budget, ou de commencer cette éducation financière-là, mettons, à faire, là, au départ, je sais pas, moi, le premier emploi qu'on fait, ou c'est un peu plus tard, justement, qu'on devrait, parce que la retraite à 15 ans ou à 14 ans, dans le premier emploi d'été, là, dans la crèmerie, là, je me rappelle, moi. Tu m'aurais dit ça, j'aurais fait, je vais retourner à mes affaires, là. Oui, c'est ça. Moi, je dirais là, que dès qu'on a un premier emploi, il n'est pas trop tard pour faire un petit budget. C'est sûr qu'en plus, ça va nous éduquer, ça va éduquer nos jeunes. On peut le faire avec nos jeunes également. Donc, premier emploi, on se fait un petit budget. Évidemment, il n'y aura pas beaucoup de dépenses, mais je suis assez certaine qu'ils ont moins un beau projet, que ce soit l'achat d'un scooter, d'une voiture, le voyage. Ça, c'est vraiment les projets que les jeunes ont, faire des voyages. Oui, c'est vrai. Donc, quand on a un premier emploi, il faut toujours allouer une proportion de notre revenu à l'épargne. Ça devrait faire partie intégrale de notre budget. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire le budget. Le budget, je donne vraiment la recommandation également de le faire au moins une fois par année. Donc, on ajuste notre réalité une fois par année. C'est quand même important ou quand on a des événements de vie. Par exemple, un changement d'emploi.
une perte d'emploi, un achat de nouvelle propriété, une nouvelle voiture, peu importe. On vit un changement de vie, un événement significatif, bien, il faut vraiment adapter notre budget parce qu'assurément que nos dépenses vont changer. Donc, il faut adapter nos dépenses à notre budget et il faut qu'il soit réaliste, le budget. Bien, c'est ça, tu sais, réaliste sur quoi? Tu sais, c'est difficile de savoir, tu sais, en termes de proportion sur les façons d'économiser ou, tu sais, de se dire, tu sais, on se dit, ah, ben je mets 5 d'épargne, c'est correct, tu sais, puis dans le fond, j'ai vu beaucoup de... Il y a une tendance là, sur les réseaux sociaux, justement, qu'il y a des vidéos. Les gens, ils s'en vont dans les rues puis ils disent... l'animateur va questionner le Vox Pop, la personne qui est comme en Vox Pop, puis il va lui demander combien tu as économisé. Puis les jeunes adultes, puis on réalise comment que, justement, il n'y a pas d'épargne ou qu'il y a tellement peu de connaissances sur les proportions d'épargne que les gens vont dire, mettons, ben j'économise à peu près, je sais pas moi, 5 de mon salaire, puis c'est assez. Mais au final, ils se ramassent avec tellement un petit coussin, tu sais, que ça n'a aucun sens. C'est ça, c'est comme les proportions d'épargne qui sont difficiles aussi à comprendre selon l'âge, j'imagine. Effectivement. Je ne sais pas s'il y a des références pour ça. Y a-t-il des choses qu'on peut comme s'outiller de? Bien, la première exercice, premièrement, c'est de rentrer nos dépenses. Donc, nos revenus ou nos dépenses. Là, on voit c'est quoi notre capacité d'épargne à la fin du mois. C'est clair. La première des choses, il faut qu'on arrive. Il faut donc que nos dépenses soient moins élevées que nos revenus. Okay. Donc, dans le cas que ça n'arrive pas, qu'on dépense beaucoup trop pour nos revenus, bien là, c'est de mettre nos priorités, puis c'est de faire des choix qui ne sont pas toujours évidents, mais on n'a pas le choix de faire des choix. Si on n'arrive pas, bien là, on est en déficit. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, de plus en plus, on va prendre nos cartes de crédit. Donc, on va vivre avec de l'argent qu'on n'a pas réellement. Donc, on va vivre à crédit. Avec la hausse des taux d'intérêt, carte de crédit, marge de crédit, c'est certain que ça peut être vers un premier pas vers l'endettement progressif également. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là. Mais la base, c'est de s'assurer qu'on arrive à la fin du mois. J'avoue. C'est ça. Ça, c'est important. Puis dans notre budget, bien évidemment, il faut prévoir l'épargne. Ça doit faire partie intégrante de notre projet également, d'épargner. Il y a le fameux fonds d'urgence dans notre budget qui doit être vraiment très important. Ce fonds d'urgence-là, bien, ça va être un fonds qu'on va pouvoir avoir de la liquidité rapidement, facilement accessible. Si on a une dépense imprévue, justement, exemple, votre auto, t'as fait un accident, pas fait attention, t'as rentré dans le stop. C'est ça. Donc, voilà, il faut que tu ailles au garage. Mais si tu ne l'avais pas prévu et non, tu ne veux pas le déclarer aux assurances, bref, peu importe, tu vas pouvoir aller dans ton fonds d'urgence parce que ce n'était pas une dépense qui était prévue à la base. Donc, ça t'évite de sortir les cartes de crédit. Donc, vraiment, le fonds d'urgence, puis, tu sais, je ne veux pas faire peur à personne, mais un fonds d'urgence devrait couvrir, je vais te dire, 3-6 mois de dépenses. Et quand même, hein? Oui, c'est quand même beaucoup. D'où l'importance de savoir, en fait, la dépense aussi. Fait que le premier calcul est quand même important. Exactement. Donc, 3 mois, je pensais plus 1. C'est un petit peu plus. Donc, il faut le construire, il faut le commencer. Si on ne met pas de stratégie en place, bien, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de fonds d'urgence. Donc, il faut créer le fonds d'urgence. Ça fait vraiment partie intégrante du budget et d'une saine gestion de nos finances. Avoir un compte à côté qui est là. Si on a besoin, en fait, de liquidité, bien, ça ne va pas aller débalancer notre budget. Ça veut dire qu'on respecte notre budget. Quand j'ai dit le budget réaliste, ça veut uniquement dire que... bien, c'est sûr que si on pense mettre 2 000 $ de côté dans un mois alors qu'on en gagne 3 000 et qu'on a une maison à payer, des autos, c'était ça, vous voyez, c'est pas réaliste. Moi, je dis beaucoup à mes membres, bien, essayez de sortir à peu près 2-3 mois vos relevés bancaires puis de carte au crédit pour vraiment savoir, c'est quoi, là, dans le quotidien, c'est quoi vos dépenses pour de vrai. Pour vraiment bien intégrer les chiffres. Là, vous allez voir si vous arrivez ou non. Donc, vraiment, l'épargne, mettre de l'argent de côté, ça, c'est vraiment primordial là, dans la saine gestion du budget. OK. Puis, tu sais, là, on parle de budget plus individuel, mais arrive un temps qu'on arrive en couple. Et là, justement, tu sais, comment qu'on peut s'assurer de faire une gestion saine de ce patrimoine-là, tu sais, pour s'assurer que, justement, c'est comme une mixité de 2 budgets, tu sais, fait qu'il y a une certaine entente à avoir. Quand il y a un achat de maison, bon, ouverture d'un compte conjoint. Fait que, tu sais, comment qu'on fait, justement, pour s'assurer que ça soit sain, cette gestion-là? Oui, ça, c'est une bonne question. Puis, il n'y a pas une réponse valable parce que c'est du cas par cas. Chaque individu est différent et chaque couple fonctionne différemment. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une bonne discussion dans le couple pour savoir de quelle façon ils veulent fonctionner. Quand 2 personnes s'unissent, que ce soit par un mariage, conjoint de fait ou quoi que ce soit, ben ils veulent pas, à un moment donné, ils vont s'ils habitent ensemble, évidemment, vont avoir des dépenses qui sont communes, même en appartement. Et même avec une propriété. Donc, une propriété, ils vont devoir avoir un compte conjoint.
Donc, c'est de dire quelles dépenses, nous, dans le couple, on veut que ça fasse partie du compte conjoint. Quelle dépense va se prélever dans le compte conjoint? Mais ça, j'entends ça, puis c'est comme ça, c'est l'entrée au monde adulte, là. Le compte conjoint, je sais pas. Ça fait... c'est comme le grand saut, là. C'est officiel. Oui, c'est ça. Compte conjoint, t'es rendu là. Oui, c'est ça. C'est Oui, une t'es étape rendu de là. vie, là. Oui, c'est ça. Bon. Quand t'es rendu à cette étape-là, Oui. on veut que ça se passe bien. Oui. Donc, pour éviter tout conflit, pour espérer que ça se passe vraiment bien, il faut savoir quelles dépenses qu'on intègre. Certaines personnes vont vouloir payer part égale sur tout. Parfois, c'est au prorata du revenu. Donc, tu sais, c'est juste de mettre ça clair. C'est juste s'assurer d'en d'entendre discuter. commune. Oui, exactement. Puis après, de séparer. Donc, souvent, on ouvre un compte conjoint. Les deux personnes, n'ont pas nécessairement le dépôt de paye dans ce compte-là, mais vont se virer un montant une fois par mois qui vont couvrir les dépenses communes. Donc, ça peut être puis la bonne un façon. budget familial, dans le fond, à partir de ça. Fait qu'on fait le même exercice que qu'est-ce que tu as dit, bon, dépenses entrées, puis justement pour s'assurer que ça convient dans les montants qui sont virés, puis Tout à fait. reste. Par la suite, il vient aussi la relation financière qu'on a avec les parents. De plus en plus, bon, les enfants restent plus longtemps aussi à la maison. On le voit, tu sais, quel genre de relation financière qu'on doit entretenir justement avec ses parents. C'est sûr que quand on est jeune, nos parents ils ont toujours subvenu à nos besoins, toujours été là pour nous. Donc, ça a été ça beaucoup en grandissant, beaucoup par des conseils aussi. Donc, les conseils financiers viennent de nos parents, de notre entourage. C'est sûr que les conseils sont donnés aussi par l'économie de l'époque, leur propre expérience, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, oui, on en a des conseils et sont souvent un soutien financier. C'est sûr qu'en vieillissant, l'âge adulte, souvent, avec les projets aussi, donc plus qu'on vieillit, on veut quitter la maison, s'acheter une première propriété. Parfois même, c'est pour avoir... on veut des enfants aussi. Donc, il y a plusieurs projets qu'il faut se pointer le bout du nez. Ne serait-ce que d'avoir de la liberté, d'une certaine façon. Exactement. C'est partir en appartement ou juste quitter. Ouais. Le rôle de l'éducation qu'on a reçu joue quand même une place importante. J'ai déjà, dans une ancienne fonction, été en remplacement là, de conseillère jeunesse. Donc, je suivais les 18 ans aussi. Les plus jeunes. On leur expliquait à 18 ans, c'est quoi les changements dans leur vie d'être enfin majeur au niveau de leurs finances. C'est vrai, oui. Oui, il y a beaucoup de changements. Puis, c'est intéressant de voir comment certains jeunes sont déjà hyper intéressés sur le sujet, ont déjà de l'épargne. C'est impressionnant. Donc, c'est sûr que plus jeune, on commence aussi l'éducation financière, mieux c'est. Mais comme j'ai dit, bon, c'est pas nécessairement tous les parents non plus là, qui donnaient beaucoup de conseils. Mais on apprend aussi de nos certaines Exactement. façons. En vieillissant, c'est sûr que le jeune doit s'outiller davantage. Et les parents sont présents encore aujourd'hui. Il n'y a plus d'âge pour ça. Par exemple, avec la hausse des taux d'intérêt, l'accessibilité à une première propriété est de plus en plus difficile. Et je le vois vraiment... Je le vois beaucoup, là, qu'il y a des parents qui tiennent à aider leur enfant dans l'atteinte de leur objectif financier, par exemple, l'achat d'une première propriété, que ce soit par des dons, que ce soit par une collatérale sur leur propriété. Bref, ils tiennent à aider les enfants, leurs enfants. C'est un très beau geste. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut être prudent face à ça. Donc, si les parents s'impliquent vraiment financièrement dans les projets des enfants, moi, je les invite à avoir une discussion avec le conseiller, à être présent pendant les rendez-vous, au moins un appel téléphonique pour qu'ils comprennent l'impact sur leur propre santé financière aussi, leur choix. C'est un beau choix, c'est un beau geste, mais ça peut avoir des impacts pour eux également. Donc, ils doivent vraiment les comprendre. Puis idéalement, de mettre tout par écrit, là, dans certains cas, c'est important, même peut-être chez le notaire. Des fois, ça serait dommage là, que ça puisse tourner. Créer des chicanes, Mais l'argent, c'est ça aussi, puis c'est une discussion. On parle juste de finances en termes de chiffres en ce moment, mais il y a aussi tout le stress financier de ne pas faire un budget puis de ne pas avoir l'argent pour avoir fait ses projets, les déceptions, les chicanes aussi que ça peut amener en termes de famille conjugale. Au-delà de ça, il y a beaucoup de dégâts collatéraux qui peuvent arriver si, justement, cette réflexion-là n'est pas faite. Non, exactement. Puis, tu sais, en vieillissant aussi, la relation peut être inversée. Donc, il ne faut pas oublier ça. La relation financière, ça peut tourner dans l'autre sens. Donc, des fois, avec les parents qui vieillissent en âge, qui avancent, bien, des fois, c'est les enfants qui viennent aider les parents, que ce soit financièrement, mais au niveau de leur santé, au niveau de la gestion de leurs finances. Donc, inversement, je pense que les enfants doivent avoir une discussion sérieuse avec leurs parents
que ça soit pour s'assurer que leurs documents légaux sont en ordre, testament, le mandat d'inaptitude. Ouais. Si le mandat d'inaptitude, s'ils n'ont pas leur papier en ordre, ça peut mettre des gens dans une situation vraiment très précaire. Ça peut virer vraiment en cauchemar. Ouais. Oui, tout à fait, exactement. C'est des histoires d'horreur. Moi, je suis plus dans cet âge-là, dans le sens où, on a eu les achats de maison, on a eu les bébés qui commencent, c'est vraiment le plaisir, mais on en a aussi qui, tranquillement, pas vite, ils perdent des proches, la maladie, des choses comme ça. Puis là, après, les comptes bancaires, les papiers qui n'étaient pas bien faits, toute cette organisation-là financière, d'accès, autant d'accès au compte, autant que est quand même importante en termes de planification pour s'assurer que tout le monde se sente bien. Puis, tout à fait, exactement. Comment qu'on évalue réellement qu'on a une bonne santé financière comme actuelle? Parce que là, au départ, là, on disait que les jeunes, dépenses, revenus, là, c'est relativement simple. Après, il y a les projets. Après, ça se complexifie parce que là, on a des allocations familiales. Il y a plein de sortes de revenus sous différentes formes qui arrivent. On a peut-être des revenus de placement. C'est plus compliqué au niveau des projets. Il y a les projets des enfants aussi qu'on veut venir soutenir. On a justement toutes les R3E. En tout cas, il y a tellement de produits, de trucs qu'on doit prendre. Comment on peut s'assurer que la santé financière qu'on a, puis s'assurer qu'on a une belle stabilité aussi sur le long terme? Oui, bien, écoute, honnêtement, c'est vraiment de faire un bilan un petit peu là, de notre situation. Tantôt, j'ai dit, c'est important de s'arrêter puis de faire l'exercice. Le fameux budget, c'est la base de notre santé financière. Vraiment la base. Puis, évidemment, c'est de le respecter. Donc, qu'il soit réaliste en fonction de notre revenu, adapter notre rythme de vie à notre capacité également financière. Sinon, oui, c'est là qu'on va se retrouver dans une situation un peu, je ne veux pas dire critique, là, mais une situation plus précaire et qu'on va avoir de la difficulté à vraiment atteindre nos objectifs, mettre de l'argent de côté. Donc, c'est vraiment de s'arrêter puis de faire le bilan des ingrédients qui nous indiquent que là, ça ne va pas. Mais c'est justement, c'est quoi ces ingrédients-là, mettons, au-delà du budget, là, mettons, là, c'est quoi le red flag, qu'on va dire, là, le drapeau rouge quand il se lève, là, c'est quoi, là? Il y en a des bons, je vais t'en dire quelques-uns. Oui, on veut les entendre. Premièrement, l'état de tes engagements financiers, les fameuses dettes. Si tu vois que, OK, mon sol, la carte de crédit, j'ai des financements accordés, j'ai une marge de crédit, elle est beaucoup utilisée à plus peut-être un 60, 70 je suis pas capable de la payer, mettons. C'est ça. La limite, je fais juste mes paiements minimum, je paye juste les intérêts, les soldes ne baissent plus. Ça baisse peut-être les soldes, mais vraiment lentement, c'est un signe vraiment que le budget n'a pas dû être respecté trop tôt ou on n'en avait tout simplement pas. On n'a pas respecté du tout notre capacité. Là. Donc, on a utilisé beaucoup les cartes, beaucoup le crédit rotatif qu'on appelle, à la place de prendre notre argent qu'on avait. Donc, ça indique vraiment une certaine lacune. Donc, il y a des solutions à tout, soit dit en passant, mais je pense que ce qui est important, c'est de le réaliser justement, d'en prendre conscience que ça ne va pas. Ça serait peut-être bon de contacter le conseiller en finance pour qu'on puisse vous venir en aide. Donc, je pense que ça, c'est un bon indicateur. C'est sûr que, je le dirai jamais assez, là, mais votre fonds d'urgence, si vous n'avez aucun fonds d'urgence, ça, vous êtes dans une situation qui pourrait devenir plus précaire pour vous, là, parce que ça veut dire que s'il y a une dépense imprévue, il n'y a pas la liquidité, il n'y a pas la capacité de la payer, vous allez automatiquement prendre votre carte de crédit. Donc, je vous dirais ça. Un autre bon outil sur accéder, allez voir votre code de crédit. On a les ça, c'est vraiment un bon indicateur, réellement. Oui. OK. Vous pouvez consulter votre bureau de crédit, vous allez voir votre cote. J'ai toujours pensé que, parce que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, j'ai travaillé dans le téléphone pendant un moment, là, puis dans la vente de téléphone et tout, puis souvent, qu'est-ce qui atteignait les cotes? C'est, par exemple, quand on faisait des demandes de crédit, souvent, ou que, mettons, il restait un solde impayé chez un fournisseur qu'on avait changé, ça atteignait vraiment la cote. Fait que ce qui faisait comme biaiser un petit peu la cote de crédit comme, comme indicateur. Mais tu me dis quand même que ça reste un indicateur qui est intéressant s'il n'y a pas commis de faute, genre une facture oubliée d'une scène chez un fournisseur. On s'entend que ça ne veut pas dire que tu n'as pas une bonne capacité financière à cause de ça. C'est ça. Mais d'aller voir sa cote de crédit peut montrer aussi si on utilise le crédit de façon optimale. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais qu'est-ce qui affecte une cote de crédit? Oui, les demandes de crédit multiples aussi, le fait de sauter des paiements, bien évidemment, mais les jeunes ne savent pas toujours. Compte cellulaire directement sur votre bureau de crédit, si vous oubliez de payer un mois, ça va faire un retrait ou... Bon, j'avais déjà entendu des jeunes qui disaient
ben moi, je le paierai pas ce mois-ci, c'est pas grave, je vais payer le double le mois prochain. Bien, assurément que ça va avoir un impact sur le bureau de crédit. Ça, c'est-tu un red flag aussi? Oui, ça, c'est des bons red flags. Okay. Des bons red flags. Okay. Donc, tu sais, quand vous avez vraiment une gestion saine de vos dépenses, que vous mettez de l'argent de côté, les engagements financiers sont sains, les dettes sont saines, c'est que là, vous avez quand même un bon pouvoir là, d'épargne pour le futur, pour vos projets qu'on pourra discuter, là, mais vous allez avoir une plus grande capacité à allouer à l'épargne au lieu de juste essayer de sauver les meubles en payant des intérêts sur tes cartes de crédit. Là, justement, on a parlé, budget, justement, on a parlé de complexité, mais au-delà de la complexité qu'amènent justement toutes les responsabilités d'adultes, comment on fait pour équilibrer les objectifs qu'on a de vie? On parle de justement acheter la maison. Bon, ça, pour d'autres personnes, ça peut être différent. Financer l'éducation des enfants parce que, bon, je donne un exemple. Moi, la garderie, j'en avais pas de garderie d'accessible. Fait que là, j'ai dû aller en garderie privée. Ça peut coûter vraiment cher. Ça, c'est quand on parle d'un genre de 2 000 $ de plus sur le budget... Il faut comme remanier la pièce de casse-tête. Il a fallu en faire pas mal, tu sais. Puis justement, avec ces objectifs de retraite-là, qui, moi, j'ai 29 ans, justement, tu sais, comment je fais pour m'assurer que le puzzle fait du sens en bout de compte? Oui. Ça a l'air gros, hein? Oui. On peut voir ça gros, hein? Ben oui, effectivement. Puis c'est sûr que, tu sais, là, avec 2 jeunes enfants, puis, tu sais, justement, les maisons, les rénovations, les projets, tu sais, puis là, on voit tous les amis. En tout cas, bref. Mais c'est surtout la retraite, là, tu sais, qui est plus demandante. C'est ça. Parce que la retraite, c'est comme quasiment tabou quand on est jeune. On sait qu'il faut la planifier. On sait que ça ne nous tente pas. On a d'autres choses à faire. On a d'autres priorités, en fait. Puis on voit ça tellement loin. Mais cependant, plus jeune on commence, mieux sont les chances, en fait, d'atteindre nos objectifs, la réussite. Là, je veux juste faire un petit pause. Justement, on parle de retraite. Mais tu sais, avant, tout le monde disait il faut un certain montant pour la retraite. Mais là, on oublie l'inflation aussi, là. Exactement. Nos parents nous disent un montant qu'on a besoin pour la retraite. T'sais, moi, mettons, mes parents ont 55. Fait qu'ils me disent on a accumulé ce montant-là, mais c'est parce que moi, ça ne sera pas le même montant, justement, d'accumuler. Y a-t-il un montant, justement, qu'on doit accumuler pour cette retraite-là, de base? Il n'y a pas de montant de base. Ça va vraiment être du cas par cas. OK. Donc, c'est du cas par cas. Mieux vaut, la première chose à faire, là, je sais que je reviens beaucoup avec le budget, là. Ça, on va en reparler, mais c'est d'établir vos priorités. C'est sûr que les projets, il n'en manque pas. Tout le monde a plusieurs projets et dans certaines phases de vie, nos projets évoluent dans le temps. Ben oui. Quand on est jeune, on veut souvent acheter une propriété. On a des enfants. Après ça, l'ouverture du régime épargne-études, parce qu'on veut accumuler pour leur étude plus tard. Oui. Donc, ça, c'est un petit peu les projets typiques là, des jeunes qui démarrent dans la vie. Après ça, plus qu'on avance, bien, souvent, on peut avoir un refinancement pour des rénovations, rénovations majeures, achat d'une propriété, une résidence secondaire même. Donc, il y a plusieurs projets au fil du temps. La première des choses, c'est vraiment établir c'est quoi ta priorité. Je te donne un exemple. Quelqu'un veut acheter une maison dans 5 ans, n'a aucune mise de fonds. On sait que c'est dispendieux, la mise de fonds. Hein? Donc, il faut la prévoir. C'est très important. Chaque projet sont viables. Par contre, c'est la proportion dans notre budget qu'on va allouer à ce projet-là qui va être différent. Donc, on peut mettre un petit montant pour notre projet retraite, mais un plus gros en compte épargne pour l'achat de la propriété, donc pour la mise de fonds, parce que c'est ça qui est prioritaire. Mais on ne délaisse pas nécessairement l'autre. On maintient la stratégie. On met au moins une stratégie en place. Donc, par exemple, lors du dépôt de la paie, on fait un prélèvement automatique sur Accéder. Ça va vraiment nous aider à ne pas oublier de faire nos versements dans nos comptes épargne. Et chaque compte épargne est pour un but précis, un projet précis. Donc, le montant alloué va bouger dans le temps également. Là, vu que ce qui est prioritaire, c'est la propriété, on va mettre un plus gros montant dans le projet propriété tout en respectant notre capacité d'épargne. Donc, ça arrive qu'on se dit, bien moi, c'est dans 5 ans. Mais c'est finalement, ça se peut que ça soit dans 7 ans parce que c'était moins réaliste ou on a des épreuves de vie aussi. Là. Donc, c'est de dire, on contribue avec nos projets, mais la portion d'épargne allouée pour chaque projet va être changée. Va changer, en fait, dans le temps. Donc, comme je dis, la priorité, la maison, on met de l'argent périodiquement sur notre paie, exemple, à chaque semaine ou 2 semaines, peu importe. Par mois même. Puis après ça, quand on l'a, bien, on augmente le prélèvement automatique pour notre projet retraite. Et après ça, peut-être même qu'il y a un enfant qui va pousser, un deuxième, un troisième. On ne sait pas. Donc, tu sais, c'est vraiment de dire, bien, on contribue à nos projets.
Oui. Il faut profiter également du temps qu'on a pour investir. Donc, on veut être présent, on veut investir pour le long terme. Par contre, c'est juste d'adapter un peu là, le montant alloué dans les projets. Donc, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de rencontrer votre conseiller. Faites un plan financier. Un plan de match avec lui, tout va être mis par écrit, un beau plan financier. Les stratégies vont être indiquées sur le plan financier pour l'atteinte de vos objectifs. Puis ce que j'entends aussi dans tout ça, c'est constance, oui. rigueur, oui. budget, accompagnement aussi de qualité exact. Qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Exactement. Moi, mon accompagnement envers mes membres aussi va dépendre également d'eux, dans le sens que j'en ai qui veulent, je les appelle aux 3 mois. Aux 6 mois, parce qu'ils se sentent fragiles. Donc, il va un petit coucou de sa conseillère pour voir comment ça va. Parce que l'atteinte des objectifs dépend surtout de la personne également. Donc, est-ce qu'elle va mettre en application? Est-ce qu'elle va maintenir? Donc, il faut garder le cap là, au niveau de ça. Mais le plan financier, on l'ajuste dans le temps. Oui. Donc, on le regarde, on se fait un petit suivi à chaque année. OK, ça va bien. Ah, finalement, tu as acheté ta maison. Parfait. C'est quoi maintenant que ça en vient pour toi? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi... Donc, tu sais, une belle discussion. Puis après ça, on s'enligne vers l'atteinte de tes objectifs. Mais c'est normal d'avoir 2, puis 3, puis 4 objectifs. Mais la retraite n'est pas laissée de côté, même si on est dans notre vie active. Quand on est plus jeune, on est vraiment dans le fleur de l'âge et on a 20 millions de projets. Puis la carte magique, on comprend justement que, genre, elle peut être magique, mais il faut l'utiliser avec dosage. Avec rigueur. Oui. C'est correct de vouloir les fameux... Il y a certaines cartes qui donnent des remises en argent, des bonnies. Donc, c'est correct de sortir la carte magique pour profiter. Par contre, dans le monde idéal, vous repayez le sol à la fin du mois. Puis tout va bien aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tes conseils. On les prend à la lettre, c'est sûr et certain. Puis merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.